Bonjour Samuel, Bonjour, comment Cole. vas-tu? Comment ça va? Ça va très Ça bien, va merci. bien. Et toi? Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Mais vraiment merci d'avoir accepté cette conversation. On va dire ça. Tu vas nous parler de ta vision de ton pays, de comment est-ce que tu vois les choses chez toi, puisque je dois dire que tu es haïtien avant tout. Et tu es Oui, en oui. Haïti. Donc avec toi Samuel, on va essayer de comprendre en fait la situation actuelle d'Haïti et on va aussi revenir vers le passé pour essayer de comprendre le phénomène actuel, donc la situation actuelle du pays. Je vais te demander de te présenter Samuel. Qui est Samuel? Donc dis-nous tout. Alors, c'est un peu difficile. Je dis merci d'abord, Cole, de me donner cette opportunité-là. Et c'est un peu difficile de se présenter, mais je vais y aller. Je suis Samuel Edouard Duclozel. Je présente actuellement une émission culturelle à Radio Ibo. Ça s'appelle Aritos. Et je suis aussi un aspirant juriste, un aspirant acteur. Bon, en gros, c'est ça. Donc tu as quel âge Samuel? J'ai 28 ans et demi. Tu as 28 ans, donc du coup tu n'as pas connu la dictature. Je n'ai pas connu la dictature, mais mes parents et un peu mes grands-parents m'ont parlé de cette époque, des revendications qu'il y avait et de toute la censure, de toutes les violations de droits humains qu'il y avait. Donc, alors, vu qu'on parle de la dictature, bon, tu n'es pas un enfant de la dictature, mais par rapport à ce que tes parents t'ont raconté et par rapport à ce que tu vis actuellement, puisque tu as moins de 30 ans, Oui, est-ce que tu exactement. penses que par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce qui s'est passé avant, à cette période-là et par rapport à ce qui se passe maintenant, est-ce que tu penses que les choses ont changé? Est-ce que tu penses qu'il y a eu du progrès? Ou est-ce que tu penses qu'on a diminué? Il y a eu du progrès parce que on a une liberté d'expression acquise, même si c'est un acquis précaire, même s'il faut toujours se battre pour l'avoir, mais on a une liberté d'expression, une liberté de penser. Par exemple, sous la dictature, il y a des gens qui ont perdu leur vie juste pour avoir exprimé leurs opinions haut et fort. Et Mhm. des artistes qui ont perdu leur vie juste pour des tableaux, des artistes peintres. Et Ouais, la liste, elle est vraiment longue. ouais, Donc, effectivement. avoir acquis cette liberté d'expression, c'est déjà beaucoup. Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui ont fait 86, ils se sont peut-être un petit peu fatigués parce qu'ils pensaient que les choses, elles allaient changer très rapidement. Or, les vrais changements sérieux, ils se font sur 30 ans, sur un peu plus de 30 ans. Donc, et il n'y a pas de raison d'être fatigué. Il faut continuer de lutter. Et est-ce que tu penses que la lutte se fera avec les politiques actuelles, ceux qui sont dans le paysage politique haïtien actuellement, ou du moins le progrès se fera avec la jeunesse, avec ceux qui ne s'immiscent pas forcément dans la politique, mais qui sont là, qui observent et qui crient quand il le faut. Est-ce que tu penses que ça va se faire d'abord avec des jeunes comme toi ou avec des politiciens qui sont installés depuis, pour certains, depuis plusieurs décennies? Je suis pour ce qu'est un renouvellement. Je ne suis pas, j'ai pas un discours agiste. Ça ne se fera pas, le renouvellement ne se fera pas qu'avec les jeunes. Il se fera avec tout le monde qui veut rompre avec ce qu'est le système qui nous oppresse, qui veut rompre avec ce qu'est la corruption. Donc, en gros, c'est ça. Il s'agit d'une rupture avec les valeurs de ce système-là, d'une rupture avec ce qu'est le système-là. Alors, Voilà. il y a effectivement quelques mois de cela, j'ai suivi de mon côté le mouvement Non Pas de Domi, Petro Challengers, etc., etc. Donc il y avait plein de groupes de jeunes qui se sont réunis pour combattre la corruption. Et moi personnellement de mon côté j'avais énormément d'espoir parce que je me suis dit quand la jeunesse prend en main les choses, ça peut forcément aller vers l'avant. Mais après,
les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. Donc d'après toi, pourquoi est-ce que ce mouvement n'a pas été très loin et est-ce que pour toi, ils ont fait suffisamment ce qu'il fallait ou pas assez? Sinon, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment est-ce que tu vois toi ce mouvement-là ou ces mouvements-là, puisqu'ils sont quand même plusieurs groupes, est-ce que tu penses qu'à travers eux, il y a eu du changement et il y aura du changement? Alors, il est un petit peu trop tôt pour dire que ça n'a pas été long parce que on est dans un mouvement et puis dans les mouvements, c'est comme une vague. On est là dans un creux, dans le creux de la vague. C'est sûr qu'il y aura d'autres montées et puis ce qui peut aider, ce qui va donner du résultat, c'est en anglais on dit consistency, une constance dans la mobilisation. Alors, quels acquis il y a depuis le commencement du Petro Challenge? Les gens, je remarque que dans les rues, dans les conversations, etc., dans les transports publics, les gens sont plus conscientisés par rapport au caractère néfaste de ce qu'est la corruption. Parce que en Haïti, la corruption est devenue culturelle. Elle est devenue norme parce que à un certain niveau, si tu n'étais pas corrompu, tu étais considéré comme anormal. Tu vois? Donc là, les gens deviennent conscientisés, ils deviennent conscientisés par rapport au fait que la corruption, elle augmente la misère du peuple. D'accord. Et effectivement, c'est bien qu'on parle de la corruption. D'après toi, en fait, d'où viennent cette corruption-là, qui sont à la tête de cela, qui sont les corrompus dont on parle? Est-ce que tu crois que c'est les politiques actuels, les dirigeants actuels, ou est-ce que c'est la population même qui est corrompue? C'est très complexe. C'est très complexe parce qu'en Haïti, bon, la seule chose que je peux arriver à dire, c'est que en Haïti, l'ascenseur social est bloqué. L'ascenseur social est bloqué. Les gens ne peuvent pas, économiquement, ne peuvent pas aller aspirer à une ascension, si je peux dire ainsi. Donc, ils se tournent vers l'État. Ils disent que voilà, bon, est-ce que je peux dire un petit peu dire ça un petit peu en créole et puis tu pourrais traduire? Bien sûr. Il dit, ok, bon maintenant l'État, bon maintenant pour me guetter un petit corps, on appelle ça les bureaux de l'administration publique, on appelle ça en haïtien les boîtes de l'État. Ok, je vais accéder à une boîte de l'État pour me mettre plein les poches et ainsi avoir une ascension économique, avoir l'ascension économique à laquelle j'aspire. Tu comprends? Oui. Donc, mais de côté, est-ce qu'on peut les reprocher de faire cela en sachant que l'État est le premier pourvoyeur de job entre guillemets de la population, parce qu'il n'y a pas réellement de création d'emplois vers le secteur privé. Ceux qui veulent avoir un salaire sont obligés d'aller vers l'État, puisque c'est l'État qui embauche le plus. Est-ce que tu penses que et puis la sécurité. Oui, et puis dans l'État aussi, il y a une garantie de faire carrière. Selon les lois, il y a une garantie de faire carrière et puis de gravir les échelons professionnels. D'accord. Donc selon toi, Samuel, comment est-ce que tu penses qu'on peut changer cette façon de faire? Comment est-ce que tu penses que ça peut être différent d'après toi? Comment est-ce que ça peut être différent? Eh bien, ça prendra un engagement de la part des citoyens, de la part de tous les citoyens qui sont conscients que ce qu'ils vivent est invivable. Donc, l'engagement, ça passera par une rupture au niveau des valeurs et une rupture avec les valeurs de ce système-là.
parce que c'est un système qui est basé sur la corruption. Et l'engagement aussi. Les citoyens doivent prendre l'habitude de faire pression sur l'État, de lui demander des comptes. Et si l'État annonce la réalisation d'un projet, eh bien, les gens doivent être vigilants quant à la réalisation de ce projet. Ils doivent savoir combien d'argent a été débloqué pour ce projet-là et qu'est-ce qui a été réalisé avec cet argent-là, que c'est vraiment de l'argent qui a servi à la réalisation de ce projet-là. Et du côté de l'État, il faut aussi exiger j'ai oublié comment on appelle ça en droit, et il faut exiger que les documents soient accessibles. D'accord. Ok, il faut exiger une transparence, plus de transparence, tu veux dire. Exactement, exactement. Plus de transparence. Et tu crois que l'État n'est pas suffisamment transparent selon toi? L'État n'est pas du tout transparent, il faut le lui exiger. D'accord. Et cette exigence-là, comment elle peut se faire selon toi? Eh bien, cette exigence peut se faire et il y a des organisations de Petro Challenger qui prônent l'audit collectif, l'audit personnel. C'est-à-dire que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et tu sais que tel argent a été débloqué pour faire tel marché, et bien tu vas sur les lieux, tu constates ce qui a été fait, et puis il y a des professionnels pour évaluer ce qui a été fait. Donc, tu compares ce qui a été fait à l'argent qui a été débloqué pour la réalisation de ce projet-là, et puis tu fais un bilan, et puis tu demandes compte à l'État. Tu demandes des comptes à l'État, et puis je pense aussi que les manifs, c'est un bon moyen pour un bon moyen d'élever la voix, bien qu'il faut explorer d'autres méthodes pacifiques, je vais dire, parce que je suis en faveur de tout ce qui est pacifique. Bien sûr. Donc voilà. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'on peut revendiquer, on peut toujours revendiquer sans pour autant gêner ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, parce qu'il faut savoir qu'on vit, et là je parle en termes j'essaie de généraliser un peu, on vit dans un monde où on est tous différents. Nous sommes des êtres humains, nous avons chacun une façon de voir les choses, et revendiquer, c'est pas non plus saccager l'autre, détruire l'autre qui n'est pas forcément d'accord, qui n'est pas forcément d'accord avec nous. Et c'est une chose que j'ai personnellement regretté du 6-7 juillet. Je pense que tu te rappelles de ce phénomène 6-7 juillet. Donc, je me rappelle, mais c'est très 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 complexe. Même moi en tant que personne, en tant que jeune qui a fait des études, qui a suivi des cours, j'ai suivi dans ma formation de juriste, j'ai suivi un cours de sociologie politique, mais même moi, j'estime ne pas avoir les ressources nécessaires pour expliquer la complexité de ce qui était le 6-7 juillet. Et bon, là je disais qu'il faut être tolérant des accords, mais en même temps, il faut empêcher ce système-là de se reproduire. Mais ce que j'ai retenu du 6-7 juillet, c'est que, les gens s'attaquaient aux choses pour ce qu'elles symbolisaient. Et ce sont des gens qui avaient des revendications, et comment je peux dire ça, des revendications qui ne demandaient qu'à être écoutées. Donc, les méthodes qu'ils ont utilisées dans le 6-7 juillet, ce ne sont pas forcément mes méthodes, c'est pas spécifiquement ce que moi je ferais, mais je n'ai aucun jugement de valeur contre les gens qui ont fait le 6-7 juillet, parce qu'il fallait vraiment entendre leur voix. Il fallait entendre leur voix. Alors, pour que les gens comprennent de quoi on parle, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'a été le 6-7 juillet et quelle année?
C'était en 2018, je crois. Alors, ouais, c'est un peu, c'est un peu compliqué de faire le rappel des faits, mais ce qui me remonte à l'esprit là pendant qu'on parle, c'est que le pays, bon oui, je peux dire, Port-au-Prince et plusieurs villes de province étaient bloquées. Et puis il y avait une synergie au niveau du blocage. Et tous les quartiers de Port-au-Prince, c'était pas seulement les quartiers qu'on appelle les quartiers défavorisés, les quartiers populaires, tous les quartiers chics étaient bloqués, les quartiers de la classe moyenne étaient bloqués, les quartiers populaires ils étaient bloqués. Donc toute la ville de Port-au-Prince était bloquée et puis les gens avaient des revendications, ils réclamaient des choses, ils exprimaient leur ras-le-bol de leurs conditions d'existence. C'est ça, et puis c'est arrivé à des extrêmes parfois. Et ce qui est explicable, moi je redis que ce ne sont pas mes méthodes à moi, mais c'est explicable parce que quand les gens revendiquent à force de revendication là et puis leurs voix ne sont pas écoutées, eh bien ils deviennent violents, ou bien quand on les pousse dans leur dernier retranchement, ils deviennent violents. Et ceci, là, c'est d'expliquer. C'est une méthode en fait qui est mise en avant par les manifestants en tout cas du monde entier. On a connu ça nous aussi en France, donc avec les gilets jaunes et d'autres manifestations bien après. Oui. Effectivement, donc on peut pas, parce qu'il faut savoir dans une manifestation, comme on disait tout à l'heure, il y a tout type de personnes. Donc il y a des gens qui sont là pour manifester d'une manière pacifique et d'autres qui sont là au contraire pour montrer une sorte de violence pour que je condamne personnellement, hein, mais c'est leur manière de revendiquer les choses. Donc on peut pas non plus les encourager ni les condamner. Donc il faut savoir le pourquoi ils le font, parce qu'il faut savoir que l'État fait preuve de violence, et là je parle de l'État en général, du monde entier, hein. L'État fait preuve de violence tous les jours. Donc je pense que il opprime au lieu de protéger. Ouais. Exactement, je pense que le premier violent c'est l'État, sans pour autant encourager la violence, bien sûr. Et donc par la suite en fait on a connu ce qu'on appelle, parce qu'il faut savoir que le 6-7 juillet 2018 donc a fait le tour du monde, donc c'est des images vraiment qui n'ont pas fait, qui ne font pas plaisir, qui n'ont pas fait plaisir en fait à beaucoup de gens, notamment à nous haïtiens, parce que c'est pas des images en fait qui mettent en valeur le pays. Donc on a vu des voitures brûlées, donc etc. Et par la suite on a connu un phénomène de pays loc. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ce que c'est le pays loc, donc pourquoi et par qui ça a été mené et le résultat que ça a donné. Bon, là, je ne peux donner que mon point de vue. Et mon point de vue peut être limité et je peux me tromper. Mais mon appréciation des choses m'a dit que le pays LOC a été lancé encore par la population qui en avait ras-le-bol. Et ensuite, ça a été récupéré par une soi-disant opposition. Et voilà ce que je vois du pays LOC. Parce que en Haïti, là, actuellement, un des plus grands problèmes, c'est que on n'a pas une opposition forte. Et dans un pays qui aspire à la démocratie, il faut qu'il y ait une opposition forte. Autrement, on bascule vers quelque chose d'univoque et quelque chose de dictatorial. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses des membres, en tout cas de ceux qui font partie de l'opposition actuelle en Haïti? Eh bien, c'est les gens qui pas une opposition forte, et puis je ne me retrouve pas dans leur discours. Et en Haïti aussi, on a un problème. Les idées politiques ne sont pas
définie au sein des partis politiques. Les partis politiques, bon, ceux qui s'y connaissent en politique disent que les partis politiques ne sont pas structurés. Et moi, je n'entends aucun projet national vraiment dans les partis politiques, aucun projet national qui porte vraiment sur les problèmes de société. Bon, comme moi-même, je suis dans la culture, je présente une émission culturelle, les gens des partis politiques ne sont pas sensibilisés à ce qu'est la culture. Or, la culture, c'est quelque chose qui crée qui peut créer de la cohésion dans un pays, tu vois. Donc, voilà, les gens ne sont pas sensibilisés aux vrais problèmes et voilà, on sent qu'ils sont comme des hyènes derrière une carcasse, quoi, derrière une proie qui est déjà en train de glisser au sol et tout. Tu vois l'image? Et qu'est-ce que tu penses réellement des dirigeants de cette opposition-là? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Qu'est-ce que je pense d'eux? C'est pas des gens qui sont assez solides dans leurs idées politiques, dans leurs convictions. Est-ce qu'ils ont vraiment des idées politiques? Là, ça, je ne sais pas, parce que il y a certains qui ont été questionnés sur leurs idées politiques, ils n'ont même pas été à même de répondre. Donc, alors, je vais me permettre de dire un mot, donc je m'excuse d'abord. Et avant de me dire, est-ce que tu penses que c'est la masturbation politique qu'ils font, ou est-ce qu'ils font vraiment de la politique? Est-ce qu'ils ont une réelle vision, en fait, pour le pays? Est-ce qu'ils ont un programme, des idées, en fait, claires pour ce pays-là, ou est-ce qu'ils font juste, en fait, la gesticulation, entre guillemets, si on peut le dire? Oui, je pense que c'est masturbatoire, comme tu dis, c'est de la masturbation politique, parce que s'ils avaient un programme, ça se saurait dans les discussions, parce que c'est des gens qui ont l'espace médiatique vraiment, et ça se saurait dans ce qu'ils disent à travers l'espace médiatique, que ce soit les médias traditionnels, radio et télévision, que ce soit les réseaux sociaux. S'ils avaient vraiment un discours structuré, ça se saurait, quoi. Ok, super. Donc, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'attends. Oui. Donc, est-ce que tu penses que l'avenir, en tout cas le changement, viendra des dirigeants actuels, qu'ils soient dans l'opposition au pouvoir ou pas? Non, il ne viendra pas des dirigeants actuels, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir. Il faut un renouvellement. Et comme je le dis, je ne suis pas agiste, c'est pas que les jeunes qui ont leur mot à dire, les vieillards, ceux de la génération d'avant, et bon, que ce soit les vieillards qui sont deux générations avant nous, que ce soit ceux de la génération de 86, que ce soit nous, ça changera avec nous tous qui sommes conscientisés que nous devons sortir de ce problème-là. Mais ce changement-là ne se fera pas avec les dirigeants actuels, que ce soit ceux qui sont dans l'État là maintenant ou d'autres qui sont dans l'opposition. Donc selon toi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, ils sont tous pareils en quelque sorte. Oui. La chose la plus sage qu'ils ont à faire, ceux qui sont dans l'État, c'est de tirer leur référence. Bon, ils ont deux choses à faire. Aller rendre compte et puis tirer leur référence. On revient sur la corruption, Samuel. Alors Haïti, en fait, selon le dernier classement de Transparence Internationale, Haïti est classé sur 180 pays, 168e. Donc vraiment dans les derniers. Haïti fait partie des pays les plus corrompus au monde. Et qu'est-ce que ça te fait en fait de savoir que ton pays est dans la liste des pays les plus corrompus au monde, et comment est-ce que tu vis toi cette corruption, et selon toi, encore une fois, je reviens à la question, qu'est-ce qui selon toi permettra de changer cette image d'Haïti? Comment est-ce que je vis ça? Eh bien, je ne donne pas de la dans le classement. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, bon, là, je dis que à l'international,
nous sommes reconnus comme genre pays très très corrompu. Donc ça veut dire quelque chose quand même. La reconnaissance par les autres, ça veut dire quelque chose quand même. Et comment est-ce que je vis cette corruption-là? Eh bien, cette corruption-là, elle aggrave nos conditions d'existence, les conditions d'existence de la population, ma condition d'existence aussi en tant que jeune qui a des rêves. Et voilà, donc je ne suis pas expert en économie, mais je sais que le coût du dollar qui monte, qui galope comme ça, la corruption y est certainement pour quelque chose. Donc voilà, à cause de la corruption là, on n'a pas accès aux ressources nécessaires pour bien vivre. Parce qu'aujourd'hui en Haïti, on est obligé de survivre, quoi. Notre quotidien est fait de survie. Et là, on fait face à un problème de blackout. Encore, c'est les conséquences de la corruption. Donc, on est obligé d'être très batailleur, très créatif pour survivre, quoi. D'accord. Donc, justement, tu parlais du blackout, en fait. Donc, pourquoi d'après toi, est-ce que ça fait partie du résultat, en fait, de la corruption? Selon toi, pourquoi? Selon moi, pourquoi? Eh bien, qui dit corruption dit dilapidation des fonds des fonds publics. Et voilà, qui dit dilapidation des fonds publics dit manque de service, quoi, parce qu'il faut pour offrir des services à la population, il faut une disponibilité de fonds publics. Si les fonds publics ne sont pas disponibles et les gens s'en sont déjà mis plein les poches, eh bien c'est la population qui en souffre, quoi. D'accord. Et alors justement en parlant de fonds publics, parce que il y a une chose en fait, je pense que nous serons d'accord là-dessus, c'est que nous sommes l'État en fait. L'État c'est pas une personne, mais c'est nous tous. Donc parce que l'argent que l'État dépense et c'est notre argent. C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Et en parlant des contribuables, est-ce que tu penses qu'en Haïti, on contribue suffisamment pour donner justement à nos dirigeants le moyen de nous donner ce qu'on réclame, c'est-à-dire des routes, des hôpitaux, des soins de santé, des écoles, etc. Est-ce que tu penses qu'on contribue suffisamment? Est-ce que tu penses que la population haïtienne contribue suffisamment afin de donner le moyen à nos dirigeants de réaliser en tout cas ces projets-là? Pour commencer, notre système de contribution, c'est un système déclaratif. Je crois qu'en France aussi, c'est un système déclaratif, n'est-ce pas? Il faut qu'on travaille dans l'État ou bien dans le secteur privé en tant qu'employé. Eh bien, le prélèvement de l'impôt se fait à la source. Mais si on a son entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise, le prélèvement se fait sur la base de ce qu'on a déclaré. Et on m'a rapporté qu'il y a des fraudes qui existent parce que certains entrepreneurs ont leur cahier pour eux-mêmes et un autre cahier pour déclarer leurs revenus. Donc ce sont des revenus qui sont revus à la baisse pour qu'ils puissent payer moins d'impôts. Mais malgré tout cela, je pense que l'assiette fiscale en Haïti est assez large pour que nous trouvions certains services. Mais là maintenant, comme on n'a pas accès à l'eau potable, parce que là, dans la maison où j'ai habité ces dernières années, le service d'eau potable ne distribue pas l'eau. Ce sont des gens qui doivent acheter
l'eau pour remplir le réservoir, pour avoir de l'eau courante chez eux. Et là, moi, là où je vis là actuellement, ça fait 33 jours que je n'ai pas accès à l'électricité. Donc, les Haïtiens, ils se munissent maintenant de panneaux solaires, de génératrices, etc. Donc, ils s'organisent pour la survivance individuelle. Voilà. On a vu lors de sa campagne, le président actuel, Monsieur Jovenel Moïse, avait promis en fait de doter, si on peut dire ça, d'Haïti du courant 24 sur 24. Donc, on a vu que en 24 mois, on a vu que le 24 mois en fait sont écoulés et ça s'est toujours pas fait. Et selon toi, c'est dû à quoi? Selon moi, c'est dû au fait que, bon, et en Haïti, je crois qu'il y a un culte du mensonge et comme si dans la sphère politique, ils pratiquent le culte du mensonge. Les gens, et les politiciens, ils viennent, ils te promettent des choses, ils te promettent, mais ils ne disent pas, voilà comment je vais faire pour mettre ça en œuvre. Il y a juste la promesse, l'intention, entre guillemets, mais ils ne te proposent, ils ne disent pas comment ils vont faire. Ils ne disent pas, voilà dans quel état j'ai trouvé les choses, voilà ce que je peux faire, ce qui est possible de faire pour les améliorer, pour avoir tel résultat sur telle durée. Bon, voilà. D'accord, donc ce ne sont que des promesses. Ce ne sont que des promesses. Donc tu penses que on aura effectivement l'électricité 24 sur 24 ou pas, selon toi? Comme je dis, ce ne sont que des promesses. Donc je n'en crois en rien, je n'en crois absolument en rien. Mais l'haïtien, il se dote des moyens pour sa survie individuelle. Bon, on peut toujours critiquer et dire que bon, nous-mêmes, on s'organise trop pour la survivance individuelle, mais bon, des fois il n'y a pas assez d'issue, quoi. Et face à ce problème-là, eh bien, problème d'électricité là, comme je viens de te le dire, les gens, ils ont leur propre système chez eux qui comprend inverteur, panneaux solaires et génératrices. Donc, pour ne pas attendre le courant de l'EDH qui est l'électricité d'Haïti. Là, on a vu une crise, en fait, justement, l'EDH, donc ils sont obligés de faire intervenir la police pour surveiller le bâtiment parce que les employés, en fait, manifestent par rapport au fait qu'ils refusent la nomination du nouveau directeur. Et quel est ton avis, en fait, à ce sujet? Là, j'ai un avis, mais je ne peux pas répondre. Je te dirai off record pourquoi je ne peux pas répondre. Donc, selon toi, c'est compliqué, c'est ça? Oui, c'est compliqué, mais je ne vais pas répondre. D'accord, je comprends. Alors Samuel, on va revenir sur une chose en fait qui a fait grand bruit et c'est le nouveau code pénal haïtien adopté par décret et publié sur sur le journal Le Moniteur en fait le Moniteur, le journal national. Le journal officiel, effectivement, par le président Jovenel Moïse. Donc, on a vu beaucoup de gens, en fait, qui disent des choses. Donc, personnellement, j'ai pu écouter tout un chacun, bien que je n'ai pas lu moi-même, ce décret, en fait, de code pénal, mais j'ai pu écouter, les deux parties. Et, on peut conclure qu'il y a eu énormément de mensonges en fait de la part de certains pour essayer de déstabiliser entre guillemets le pouvoir. Toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de tout ça? Des mensonges pour déstabiliser le pouvoir, c'est-à-dire? Alors des mensonges. Alors là, je ne fais que répéter. Donc ce
ce n'est pas forcément mon avis à moi, puisque je ne connais pas suffisamment la situation pour en parler, mais en fait, on parle par exemple, de l'homosexualité. Donc, j'ai pu entendre beaucoup qui disent que ce que disent les contre, en fait, ceux qui sont contre, ce qu'ils prétendent n'est pas inscrit effectivement dans le code pénal. Donc, puisque le code pénal, en fait, c'est fait pour pas pour donner des droits, mais pour en quelque sorte condamner, donc pour essayer de protéger en tout cas les victimes, notamment la relation sexuelle à partir de 15 ans, donc et donner des droits en fait aux personnes LGBT, ce qu'on appelle en Haïti les M, les Massissi, Madivine et les Makoumé, donc leur protéger davantage, ce qui je pense, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, ce qui je pense est une grande avancée, puisqu'on donne des droits à toute personne, d'avoir une protection de l'état de la justice face à des personnes qui pourraient être dangereuses pour ces gens-là. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de tout ça? Ok. D'abord, notre code pénal, il date du 19e siècle, c'est très inspiré du code pénal français de l'époque. Et il y a eu très très peu, au fil des ans, il y a eu très très peu de nouvelles lois qui ont été intégrées dans ce code pénal-là. Est-ce que l'idée d'avoir un nouveau code pénal est bonne? Oui, l'idée est bonne. Mais est-ce que c'est par décret qu'il faut l'avoir? Non, il ne fallait pas l'avoir par décret. Alors pourquoi on l'a par décret? C'est parce qu'il y a une sorte de vacance parlementaire. Et cette vacance parlementaire-là, les faits montrent qu'elle a été organisée par l'exécutif. Donc, c'est un code pénal et il faut qu'il vienne punir des mauvais comportements dans la société. Donc, voilà, il faut que ça passe par un processus législatif. Ok, parce que tu sais que les parlementaires, je ne sais pas si je devrais dire par fiction, ils sont les représentants du peuple. Donc ça devrait, cette réforme-là, pas réforme, ce changement-là, et il devrait passer par un processus législatif. Alors, si on me demande est-ce que c'était avec les parlementaires qu'on avait, bon, ça c'est une autre question. Mais le code pénal aurait dû être changé par loi et pas par décret. Maintenant. Ceux qui nous sont... Alors, je t'interromps juste un instant. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, il y a ceux qui pourraient aussi dire que les parlementaires ont commencé effectivement à travailler sur ce code pénal, mais n'ont pas été jusqu'au bout non plus. Oui, mais le processus du vote est important. Là, et le processus du vote permet de dire que, alors, fiction, que la société est d'accord parce que, voilà, un parlementaire, c'est quelqu'un qui a eu une délégation de pouvoir de la part du peuple. Alors maintenant, donner un code pénal par décret, c'est l'imposer au peuple sans son consentement. Donc la méthode n'est pas bonne. L'idée de changer le code pénal, d'accord, c'est bien l'idée de changer le code pénal, mais la méthode, elle n'est pas bonne. Alors venons-en à la protection et des LGBTQIAA+. Et l'idée de les protéger, c'est une idée très louable. Je n'ai pas lu tout le code, mais la partie qui vient punir les discriminations dont les LGBTQIAA+ peuvent faire l'objet, je l'ai lu. Et
elle aurait gagné à être plus explicite parce que c'est une loi pénale. Les lois pénales, par principe, on les interprète en droit stricto sensu. On les interprète au sens strict. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la loi pénale, c'est ce qui sera appliqué. Donc, autant être précis. Et puis, les gens, il y a des juristes qui disent que, bon, voilà, sur la base d'un article, j'ai oublié le numéro de l'article, mais sur la base de certains articles, et qui vient punir les gens qui refusent des services aux homosexuels, eh bien, sur cette base-là, ils disent que le mariage pour tous peut être appliqué en Haïti. Mais non, parce que si le code venait à être appliqué, le mariage pour tous ne serait pas possible en Haïti. Parce que le code en lui-même, il ne touche pas à la définition du mariage. Le mariage en Haïti, c'est toujours entre un homme et une femme. Donc, c'est juste des gens, il y a juste des gens qui font croire ça à la population, des gens très homophobes qui font croire ça à la population, quoi. Donc selon toi, je vais répéter ce mot, selon toi, c'est encore de la masturbation politique qu'ils font? Absolument. Absolument. Parce que est-ce que c'est critiquable de changer le code pénal par décret? Oui, c'est très critiquable. Ça aurait dû se faire par loi. Mais est-ce que le décret a des choses positives? Oui, il y a des choses positives dans le décret. Est-ce qu'il y a des choses négatives dans le décret? Bien sûr que oui, il y en a. Donc, ce qu'il serait plus correct de faire, c'est de chercher les choses positives. Bon, voilà mon avis. Ce qu'il serait plus correct de faire, mon avis d'étudier en droit. Ce qu'il serait plus correct de faire, c'est de chercher ce qui est positif dans ce cas-là et de le renforcer, rejeter ce qui est négatif, éliminer les fautes, et puis faire en sorte de proposer un nouveau texte qui serait, je ne sais pas, un projet de loi ou une proposition de loi, que ça soit voté selon les règles établies pour ça. Parce que, en fait, en t'écoutant, Samuel, j'essaye de me mettre à la place de ceux qui nous écoutent en même temps. J'essaye de me dire que, est-ce que ça serait aussi bien vu si ça a été voté par des parlementaires qui, nous savons tous, sont décriés? Donc, c'est des gens, en fait, qui ont été critiqués, contestés, mal vus, insultés par la population elle-même, en sachant que ce sont des personnes légitimes. Oui, allô? Oui, donc tu penses qu'ils étaient légitimes selon toi à faire ce travail? Bon, pardon, les parlementaires que nous avons eu dernièrement, ils sont décriés, donc la légitimité populaire, ils n'avaient pas ça. Si c'était voté par ces parlementaires-là, là encore, ça serait un problème. Donc, la situation idéale, ce serait d'avoir un parlement qui a une légitimité populaire. Donc, est-ce que tu penses qu'on va passer tout le temps à attendre qu'il y ait un parlement qui soit crédible pour voter un code pénal, en sachant que des parlements crédibles en Haïti, je ne sais pas si toi tu peux nous en citer un parlement qui a été crédible, mais moi j'en vois pas. Est-ce que tu penses qu'on va passer toute une vie à attendre cela? L'attente c'est difficile, mais je crois que c'est la meilleure solution. L'attente de parlement crédible, c'est difficile, mais je crois que c'est la solution la plus démocratique et la meilleure. Parce que, changer un code pénal par décret comme ça, là,
quand tu prends un décret, où est le processus, où est le processus dialectique, où est est-ce que tu me comprends là? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est pas très démocratique, mais en sachant que Haïti n'est pas le seul à le faire, aux États-Unis le font, et partout dans le monde ils le font en fait, hein, donc des décrets en fait, tous les présidents en ont pris et en prendront encore. Oui, Et la façon de voir les choses. C'est pas sur le code, c'est pas pour changer le code pénal, parce que si tu vas dans la hiérarchie des normes, le code pénal il est rempli de lois. Tu sais, le code pénal est rempli de lois. Si tu vas dans la hiérarchie des normes, un décret c'est inférieur à une loi. Et c'est très compréhensible pourquoi un décret est inférieur à une loi, parce que bon là, une loi, et tu sais le processus qu'il faut pour avoir une loi et le processus qu'il faut pour avoir un décret, donc ça c'est complètement complexe. En même temps, du côté du pouvoir, Samuel, pour se défendre, ils disent que ce code pénal a été travaillé par les parlementaires, par les parlementaires eux-mêmes, qui aujourd'hui en fait contestent ce code pénal. Paraît-il que c'est eux en fait qui ont travaillé dessus. Mais le processus de vote est un processus. Oui, bon, ça, ils peuvent toujours le dire et se défendre mal en le disant parce que le processus de vote, et tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est un processus démocratique par excellence. Oui. C'est des. Oui, nous sommes d'accord, nous sommes tout à fait d'accord. Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent, en tout cas plus acceptable, plus démocratique de faire voter ce code pénal par référendum, par exemple? Oui, mais le référendum en Haïti, ça n'est pas appliqué en Haïti. Bon, les raisons pour lesquelles ça n'est pas appliqué en Haïti, ça m'échappe. Les raisons m'échappent, mais c'est pas, le référendum, c'est pas quelque chose qui est appliqué. Le président, si je ne me trompe pas, donc, si je me trompe, je m'excuse d'avance, a aussi parlé de faire voter la Constitution, s'il le faut, par référendum. Donc, si la Constitution devrait être votée par référendum, pourquoi pas un code pénal, par exemple? La Constitution... Parce qu'il travaille sur une nouvelle Constitution, selon les informations que j'ai pu suivre récemment. Aïe. Bon, notre Constitution... Bon, mon opinion encore, c'est que, bon, on aurait... En fait, excuse-moi, je suis venu, donc on va pas vraiment rester sur la Constitution, je suis venu là-dessus parce que, bon, vu que tu me disais que le référendum n'est pas appliqué en Haïti, donc je me suis dit, si le président a parlé de faire appel à un référendum pour faire voter la Constitution sur laquelle il travaille selon lui, pourquoi ne pas faire pareil pour un code pénal? Parce que là, en fait, ça serait plus démocratique puisque ça sera les citoyens eux-mêmes qui auront à sanctionner ou à approuver, à rejeter ou à approuver ce code pénal, tout simplement. Oui, mais normalement, je crois que bon, là, il faut que j'aille faire mes recherches, mais bon, la Constitution de 87, pardon, a été adoptée par référendum. Maintenant, excuse-moi, je vais devoir connecter mon téléphone. Ok. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Oui. Ok, tu me reçois? Je te reçois. Ok. Et oui, je disais que la Constitution de 1987 a été votée par référendum, mais si ma mémoire est bonne, cette même Constitution interdit des modifications constitutionnelles par voie de référendum. Bon, et comme là, il propose une nouvelle Constitution, c'est un autre débat. Mais là, moi-même, je ne pense pas qu'il pourra
qu'il pourra obtenir ce qu'il propose. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses en tant que jeune haïtien de ce phénomène à répétition des transitions politiques en Haïti? Oui. Qu'est-ce que tu en reçois? Ce phénomène, eh bien, bon, il faut se référer à l'histoire d'Haïti pour le comprendre, parce que on a connu une dictature, vraiment une dictature abétissante pendant 30 ans. Cette dictature, elle est très très contemporaine. Donc, l'avantage, ou du moins le réapprentissage de la démocratie, c'est un processus compliqué. C'est ce qui explique justement toutes ces transitions-là. Et puis, il y a aussi un très grand manque de cohésion. Et bon, on ne s'est pas encore rassemblé. On ne s'est pas encore rassemblé comme peuple pour dire voilà où nous voulons aller ensemble. Il faut qu'il y ait un mouvement nationaliste, par lequel on se rassemble, au-delà de nos confessions politiques, pour que nous disions, ok, voilà, il faut aller là, avec ensemble. Il faut aller là ensemble. Ce qui pourrait changer avec l'orientation politique, ce serait peut-être la méthode utilisée pour aller dans telle direction, mais il faut définir les priorités nationales. Et quand les priorités nationales auront été clairement définies, eh bien, c'est sûr que nous aurons plus de stabilité politique et moins de transition. D'accord. Est-ce que tu crois que la façon qu'est gérée la démocratie, en tout cas le système démocratique haïtien actuel, est adapté à Haïti? Sinon, quels seront les changements que tu vois qui seraient possibles d'apporter, en tout cas à cette démocratie nouvelle, en quelque sorte? Quels sont les changements? D'ailleurs, il faut des partis politiques, des vrais. Des partis politiques qui sont clairs dans leurs idées politiques, des partis politiques qui sont structurés. Et parce que, qui sont structurés, parce que nous avons une grande carence de partis politiques. C'est vrai qu'ils pullulent, mais c'est sans structure et sans idée politique. Et puis, quoi d'autre? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Alors, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, ma question était-elle, selon toi, est-ce que tu penses que la démocratie haïtienne actuelle est adaptée à Haïti et aux Haïtiens? Sinon, quels seront les changements que tu te vois apporter à cette démocratie pour qu'elle soit meilleure? Oui, je disais que ça doit commencer par les partis politiques qui doivent avoir un discours politique clair, et qu'on n'a pas de partis politiques en termes de qualité, mais en termes de quantité, ça publie. Et la deuxième chose, justement, je l'ai déjà dit, c'est que on se réunisse en tant que nation pour définir nos priorités. Et l'autre chose aussi, c'est que au niveau de l'appareil électoral, ça doit être le plus transparent possible. Et c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de gens qui prennent l'appareil électoral en otage. Et puis, il y a aussi le principe de non-ingérence internationale qui devrait être respecté le plus possible. Donc, selon toi, l'international s'ingère un peu trop dans la politique haïtienne? Absolument. Mais à la fin, on peut comprendre pourquoi. Parce que, bon, comme dit le dicton qui donne, ordonne, eh bien,
pour éviter la première étape pour éviter l'ingérence internationale, c'est de d'être indépendant économiquement, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut selon toi une fois, donc je reviens sur la question d'avant, qu'est-ce qu'il faut en fait pour que Haïti soit indépendante économiquement? Faudrait-il pas que les Haïtiens payent davantage? Au contraire, à mon sens, elle est assez large. C'est vrai, c'est la position. Tu me disais par rapport à ce que tu gagnes, tu ne t'en sortirais pas en fait s'il n'y avait pas les parents derrière. Et que tu ne te vois pas en fait avec le salaire que tu as donner davantage, contribuer davantage à l'État. Absolument. Et puis ça vaut pour tous ceux de cette classe fictive qu'on appelle la classe moyenne en Haïti. Donc ça vaut pour nous tous. Moi-même, je pense que l'assiette fiscale de l'État est assez large comme ça. C'est juste le sens des priorités qui est à revoir. Parce que rien que en allant faire des audits par rapport aux projets qu'on a promis de réaliser, qu'on a commencé à réaliser, on voit que les gens s'en sont mis plein les poches et n'ont rien réalisé. Donc c'est le sens des priorités qui est à revoir, parce que leur priorité c'est de s'en mettre plein les poches et pas de réaliser quelque chose. D'accord. Alors on va revenir en fait sur le dimanche, sur la manifestation faite des religieux, où tu vas nous dire exactement, tu vas nous parler de la religion en Haïti. Selon toi, quelle est la place justement que prend la religion en Haïti? Est-ce que tu penses que la religion ne devrait pas se séparer de la politique? Parce que on a vu de nombreuses fois où la religion se mêle de la politique, donc ça n'a jamais été bénéfique pour un pays ou pour sa population. Est-ce que tu penses qu'en Haïti, les religieux ont pris toute place dans le système de ce pays? Et si oui, c'est dû à quoi selon toi, et qu'est-ce qui pourrait changer la donne? En Haïti, selon les normes, et plus précisément selon la Constitution de 1947, l'État est laïque. Mais les normes sont là, les politiques ne comprennent pas ce que ça veut dire la laïcité. Et ce qui nous tue encore, c'est le manque de culture de nos politiques, le manque de culture de ceux qui sont placés dans les hautes sphères de l'État. Il manque cruellement de culture. Parce que si tu vas leur parler de laïcité, ils ne vont même pas comprendre ce que tu veux dire. Maintenant, du côté de la population, je crois que c'est un problème culturel parce que les religions les religions chrétiennes occupent une très grande place dans la vie des gens. Bon, le problème culturel, je peux dire que ça c'en est un en ce sens que il y a des fois où tu as l'impression que ça aliène les gens. Ça aliène les gens et voilà. Bon, je ne suis pas un anti-religieux parce que, bon, là, quand une dévotion, bien, elle te pousse à ostraciser des gens qui sont différents de toi, bon, voilà, c'est que quelque chose ne marche pas. Alors il faut se rappeler que le dimanche 26 juillet, des religieux en fait sont sortis pour manifester contre des contenus en fait du nouveau code pénal qu'ils estiment immoraux. Donc ils parlent de l'immoralité en sachant que un des leaders en fait de cette manifestation a été lui-même en 2010, si je ne me trompe pas, en 2017,
Ouais, en 2017, donc il a été inculpé en fait pour viol sur mineur, donc qui est un pasteur, ce monsieur est un pasteur, donc ce jeune en fait qu'il prétendait délivrer en quelque sorte, et selon les dires en fait de cette jeune en fait qu'il a violé avec aussi un autre de ses confrères. Et on voit que c'est cette personne-là qui a la tête en fait du cortège a crié à bas à l'immoralité. Donc, est-ce que tu penses pas qu'il y a une hypocrisie quand il s'agit de la religion, qu'il y a une grande hypocrisie en fait chez les Haïtiens, chez les religieux et... Oui, oui. Oui, c'est une grande hypocrisie, comme tu le dis. C'est plus qu'hypocrite. C'est plus qu'hypocrite. Donc, la personne est inculpée pour viol sur mineur et puis elle crie à bas l'immoralité. Donc, là, c'est bonjour moralité. Oui, c'est super hypocrite. Et bon, est-ce que la question serait plus, est-ce que dans d'autres pays religieux, bon, pas dans d'autres pays religieux, mais dans d'autres pays où les religions elles existent, est-ce que c'est comme ça? Parce que je doute que ça soit comme ça. Parce que selon moi, donc je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour donner mon avis. Alors, selon le constat que j'ai fait, dans les pays pauvres, partout où il y a la pauvreté, la religion a énormément de place. En quelque sorte, là où l'État échoue, l'Église, pas seulement l'Église, parce qu'il y a différents types de religions, donc on peut voir certains pays de la Caraïbe, d'Afrique et d'ailleurs, qui sont très pauvres, où la religion a énormément de place. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi au fait que l'État a démissionné qui donne autant de pouvoir à ces personnes, en sachant que c'est des personnes qui vivent aussi ces religions, en fait ces leaders religieux, ils vivent de ça. Ils vivent de ce que leur donne justement leurs fidèles. Donc d'autant plus qu'ils ont en tout cas comment dire, qu'ils ont tout intérêt à ce que ces gens-là restent aliénés, ne changent pas. Oui, absolument, parce que bon, dans certaines églises, certains pasteurs bénéficient de leur fidèles pour ainsi dire. Et puis, oui, la religion, elle quand l'État est faible, et bien la religion devient plus forte. Et puis, on a eu des épisodes où certains présidents, dont je ne dirai le nom, mais c'est l'histoire toute récente, on dit que c'est la prière qui sauvera le pays. Donc, ils disent ça, ils utilisent la religion pour se délier de leur responsabilité en tant que dirigeants, qui est de faire, qui essaie de faire quelque chose pour que, bon, voilà, on va dire. Effectivement, parce que je te rejoins là-dessus, parce que j'ai pu voir même au Parlement même, quand il fallait voter certaines lois, beaucoup justement parlent de leur Bible, parlent de leur religion, donc parlent de leur foi religieuse, alors que justement on est dans une république laïque. On est certes dans une république laïque. Exactement, leur comportement est anticonstitutionnel parce qu'on est dans une... Sachant que le président lui-même, il le fait. Donc, quand il va assister à des comment on appelle ça, à des réunions missionnaires, à des croisades, comme on appelle ça là-bas, quand il va prendre la parole, quand il parle justement de sa foi religieuse publiquement, alors qu'il est censé représenter toute une nation et non pas une partie qui est croyante, mais vraiment il représente tout un pays, dont certains ne sont pas croyants, dont certains n'ont pas de religion, dont certains n'ont pas les mêmes religions tout simplement. Est-ce que tu penses que c'est pas justement une faute
de nos dirigeants, notamment notre président, de parler justement publiquement de sa foi chrétienne, sa foi religieuse publiquement, alors qu'on est censé être dans une séparation entre l'État et la religion. Oui, c'est une faute. C'est une faute. Tout à l'heure, je disais qu'ils utilisent la religion pour se délier de leurs responsabilités. Et c'est une faute, par exemple, de parler de leur religion, parce que ça exclut les autres de la religion. Elles sont différentes parce que, bon, comme une forme de chrétienté ou de protestantisme et de chrétienté, ça exclut les non-protestants, pardon, et surtout les conduisants. Ça exclut les athées, donc en tant que président, ou bien pas seulement président, en tant que dirigeant politique, tu veux dire? Dirigeant politique, aussi, en tant que dirigeant politique. Tu dois avoir un discours qui est neutre, parce que la non-neutralité, ça favorise l'exclusion. Effectivement. Alors, on a vu, en fait, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, on a vu, en fait, ce phénomène antiraciste dans le monde entier. Et qu'en est-il en Haïti? Et pourquoi est-ce que l'Haïti, en sachant qu'Haïti, c'est quand même la première république noire au monde, donc c'est un pays qui est indépendant depuis le 1er janvier 1804, cette première république noire, ce leader du peuple noir dans le monde entier, pourquoi ce silence en Haïti? Pourquoi est-ce que les Haïtiens n'ont pas manifesté eux aussi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel silence chez nos dirigeants, nos leaders politiques et aussi dans la population elle-même? Pourquoi ce silence selon toi? Dans la population elle-même, Et est-ce qu'il y a eu des manifestations anti-racisme en Haïti suite à la mort de George Floyd? Suite à la mort pas à ma connaissance, je ne dirais pas tout à la parole, mais pas à ma connaissance, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y avait vraiment eu. Donc, le phénomène Black Lives Matter, la vie de Noirs compte, n'a pas pris en Haïti, c'est ça? En Haïti, est-ce que ça n'a pas pris en Haïti? En Haïti, pour les raisons que tu as citées là tout à l'heure, ça aurait dû avoir lieu. Mais en Haïti, on n'est pas... Moi, je disais que c'est la première république noire au monde, c'est ça? Oui. Parce que on devrait élever la voix contre ça en notre qualité de première république noire au monde. Mais en Haïti, au quotidien, la plupart des gens ne sont pas forcément victimes de racisme, mais de colorisme. Parce que notre population, la quantité de blancs dans notre population est extrêmement minime. Mais comme on est dans une société post-coloniale et le métissage existe beaucoup. Donc il y a plusieurs comment je pourrais dire, plusieurs shades, plusieurs nuances de noir. Donc voilà, on est plus victime de colorisme parce que plus clair on est, plus on bénéficie davantage et il y a bien sûr il y a des privilèges associés à la peau claire et puis on pense toujours que les gens qui sont comme bon, le terme là est un petit peu péjoratif, mais bon, on pense que plus les métis en Haïti sont phénotypiquement rapprochés des blancs, plus ils sont riches, plus ils ont d'avantages,
c'est ça? plus ils auront d'avantages, exactement. Bon, Or, on peut être phénotypiquement proche des Blancs en Haïti et être dans la misère. Donc, c'est tout à fait contradictoire, quoi. donc ce que tu me disais, donc plus on s'y rapproche du blanc, plus on a des avantages, plus on est pris au sérieux, entre guillemets. Oui. Et parce qu'on sait que c'est un phénomène qui date quand même depuis l'esclavage, hein, donc où le blanc favorisait le métis au noir. Donc, est-ce que tu penses que c'est pas un suivi, en tout cas une continuité de tout ça? Oui, absolument. Absolument, ce sont des séquelles de l'esclavage et Haïti n'est pas la seule société post-coloniale où le colorisme il existe. J'ai appris qu'à Porto Rico, ils avaient un concept qu'on appelle adelantar la race, faire avancer la race, c'est-à-dire blanchir la race en se mariant à des gens qui sont blancs pour espérer avoir des enfants qui seront plus clairs de tout. D'accord. En sachant que bon, si on peut revenir en fait sur le mélange, en sachant que beaucoup de mélange en fait est dû au viol du maître sur l'esclave à l'époque de l'esclavage. Donc parce qu'il y a l'union entre le noir et le blanc n'était pas légale. Donc le maître en fait il violait les esclaves, les blancs violaient en quelque sorte les esclaves, d'où est né beaucoup le métissage, ce qu'on appelle les mulâtres aujourd'hui. Donc beaucoup sont descendants justement de ce phénomène-là. Exactement. Puis avec le métissage aussi, c'est compliqué parce que on peut être génétiquement métis et ne pas être phénotypiquement métis, c'est-à-dire que on peut avoir un métissage dans nos origines et ne paraître que d'une seule origine. Donc c'est vraiment les gens qui se marient avec des personnes qui se reproduisent avec des personnes plus claires pour espérer avoir des enfants plus clairs. Eux aussi, ils sont malheureux, parce que c'est pas toutes les fois que l'enfant a la peau claire. Donc selon toi, ce complexe en fait est dû au phénomène, en tout cas aux séquelles de l'esclavage. De l'esclavage, exactement. Donc le racisme n'existe pas vraiment en Haïti, c'est ça? Le racisme systémique tel que ça existe aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ou en France ou un peu partout, en fait, dans les pays majoritairement à la peau claire, en tout cas. Oui, exactement. Et il n'existe pas en Haïti comme ça parce que en Haïti, on est majoritairement à la peau. On a majoritairement en Haïti, on a la peau foncée, donc ça n'existera pas comme ça existe en France, mais il y a le colorisme. Donc plus tu es clair, plus tu es favorisé, plus tu as les cheveux lisses, plus tu es favorisé, donc c'est... Absolument. D'accord. Donc c'est plus un complexe en fait. Oui, c'est plus un complexe. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Samuel. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot? Quels seraient tes derniers mots? Quels seront tes conseils à la jeunesse haïtienne, si tu avais un conseil à leur donner à ces jeunes? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes haïtiens. Bon, moi, je remarque que parfois, je ne vais pas généraliser, mais certains jeunes ont un discours agiste et disent que les choses ne vont changer que par eux-mêmes. C'est faux. Les choses, on a besoin de tout le monde et pas que des jeunes. Et on leur dirait de tenir ferme et comme on dit encore, qui est ferme balader. Et puis il y a certains jeunes qui sont agistes
et qui veulent exclure ceux de la génération d'avant. Et je leur dirais que c'est une mauvaise attitude parce qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin que ceux de la génération d'avant et on peut apprendre de leurs erreurs et progresser ensemble. Voilà. Donc c'est ensemble qu'on arrivera à libérer ce pays, selon toi. Très bien. Exactement, c'est ensemble qu'on arrivera à libérer le pays. Exactement. Merci beaucoup Samuel.